Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. En août, le Challenger va commencer la réalisation d'un programme de forage à grande profondeur et pulvériser tous les records à chaque arrêt au cours de son voyage autour du monde. Le bateau possédait des ordinateurs et des sonars tellement perfectionnés qu'il était capable de se maintenir à une marge inférieure à 3 mètres, exactement au-dessus de l'endroit choisi, jusqu'à 5300 mètres de profondeur, au moyen de propulseurs latéraux contrôlés par ordinateur, on dirait aujourd'hui par intelligence artificielle. Il était capable de retrouver les trous forés précédemment, d'y faire pénétrer de nouveaux tuyaux à chaque fois que ça se révélait nécessaire. Ce qui est à peu près la même chose, si vous voulez, qu'envoyer une balle de golf dans le trou du premier coup et en pleine nuit. Imaginez un peu. Cette même année, à Washington, vous avez un des directeurs adjoints de la CIA qui se présente dans le bureau du directeur général, il s'appuie sur ce qu'il sait des opérations menées à bien par le Challenger et il expose un plan qui a pour objectif la récupération, enfin, du sous-marin soviétique Golf 2. Alors la CIA demande au service de renseignement de la marine et à la NSA de participer à l'élaboration du projet. Deux courants d'idées se heurtent alors au sein des services de renseignement de la marine. L'un est très favorable à la participation des forces navales, l'autre farouchement opposé. Ceux qui étaient pour, en fait, faisaient valoir les informations secrètes auxquelles ils auraient accès, évidemment, et l'expérience qu'ils avaient acquise grâce à la conception et à l'entretien et au fonctionnement d'une importante flotte de sous-marins. Leurs adversaires, donc ceux qui ne voulaient pas, faisaient remarquer qu'il y avait un risque de confrontation militaire quand même avec l'Union soviétique, ou que tout au moins les unités de la marine russe ne cesseraient pas de pourchasser les navires américains si l'opération venait à être découverte. Évidemment, quand vous avez US Army dessus, c'est sûr que ça se voit. C'est évident. Ça présente également le danger de compromettre les négociations entre les deux grandes puissances, voire carrément même de déclencher une guerre nucléaire. Et donc, ils vont insister surtout sur le coût démesuré de l'opération. Écoutez bien, la conception, la construction et les dépenses de fonctionnement d'un véhicule capable de récupérer le sous-marin par plus de 5 km de fond dépassaient largement 400 millions de dollars de l'époque. À leur avis, le jeu n'en valait pas la chandelle. Alors vous dites 400 millions de dollars, ouais, bon, 400 millions de dollars de l'époque, c'est 4 milliards d'euros aujourd'hui. Ça pose tout de suite. Le coût total de l'opération correspondait au budget de fonctionnement total de la CIA pour une année. Mais les débats vont perdre leur raison d'être quand le président Nixon et le comité des 40 vont autoriser secrètement la CIA à réaliser l'opération en utilisant les crédits destinés à la lutte anti-sous-marine. Le budget se montait alors à 2 milliards de dollars de l'époque. Je vous laisse imaginer, là on est dans le délire total. $1, c'est $10 aujourd'hui, donc vous voyez ce que ça donne à peu près. Donc, en mai 68, le sous-marin atomique américain USS Scorpion sombre, lui, mystérieusement au large des Açores avec un équipage de 99 hommes. L'USNS, c'est pour vous donner un petit peu, là aussi, le nombre de disparitions de sous-marins. Vous avez donc l'USNS Mizar qui va participer aux recherches, qui va finir par repérer les restes du Scorpion. Au printemps 68, vous avez 3 autres sous-marins qui vont sombrer, le Dakar, une unité israélienne avec 69 hommes d'équipage. En Méditerranée, vous avez le Minerve, les Français, dans la même zone avec un équipage de 52 hommes et donc le Golfe 2 soviétique au nord-ouest d'Hawaï. Au total, donc 290 victimes quand même en 4 mois, c'est beaucoup. Et en mai 64, déjà, le Mizar avait retrouvé celle du sous-marin atomique Treasure. Il avait également participé à la récupération de la bombe H perdue au large de Palomares en 66. Ça, vous avez un James Bond là-dessus, c'est assez marrant. En plus, grâce à son puits central et un système de câbles, il avait récupéré le submersible américain, qui était Alvin, qui gisait par 1600 mètres de fond, ce qui n'est pas beaucoup. Mais même le Mizar était incapable de soulever un sous-marin de 96 mètres par plusieurs kilomètres de fond. Donc encore une fois, ils sont obligés de construire quelque chose d'unique au monde. Les ingénieurs de la CIA et de la marine vont persuader donc leur patron qu'il serait possible de reproduire leur structure et d'augmenter les dimensions pour créer la plus grosse unité de récupération jamais construite sur Terre.
le super navire de la CIA. Et pendant que la mission secrète prend forme, vous avez un programme américain de renseignement qui a été mis en œuvre à l'époque, en 1960, pour surveiller les zones où les sous-marins soviétiques avaient coutume de patrouiller. C'est l'opération Holy Stone, mais je ne reviens pas dessus. C'est un programme d'écoute passive, si vous voulez. Et il y a eu un rapport destiné au Congrès qui a confirmé ça, qui est tombé dans le domaine public, donc qu'on peut aujourd'hui consulter, qui comporte également la filature des sous-marins soviétiques, ce qui va provoquer 9 collisions, plus de 110 détections à faible distance, chacune des collisions avec des conséquences incontrôlables. Donc tout ça pourrait déclencher une guerre nucléaire. Donc tout est intéressant, mais je ne reviens pas sur le sujet, sinon l'émission ferait 6 heures. Bref, les responsables vont faire reposer les structures de l'opération sur les relations que la CIA entretenait depuis de nombreuses années avec les sociétés appartenant à Howard Hughes, qui travaillait depuis longtemps avec la CIA. Les travaux entrepris par Hughes dans le Pacifique pouvaient donc fournir la fameuse couverture idéale. Alors qu'il serait officiellement à la recherche de nodules, un bâtiment affrété par Hughes pourrait très bien remonter le sous-marin sans craindre d'être surpris et le ramener pour que les services de renseignement puissent encore une fois l'analyser. Maintenant, il ne restait plus qu'à convaincre Howard Hughes d'accepter que ces sociétés servent quand même de couverture sur un truc gigantesque quand même. La négociation a été d'abord confiée à un certain Robert Maheu, un ancien agent du FBI, qui connaissait les secrets du gouvernement depuis pas mal d'années. Il était notamment à l'origine du contrat que la CIA avait signé avec la mafia dans le but de faire assassiner Fidel Castro. Là aussi, je ne reviens pas sur les détails. Hughes était alors malade à ce moment-là. L'opération la plus secrète depuis le projet Manhattan de la Seconde Guerre mondiale, dont j'ai fait 2 émissions, avait choisi donc comme couverture une organisation dont le maître absolu, Howard Hughes, donc, gisait nu dans une chambre où volait tirer, se projeter de vieux films, vous avez vu le film certainement, totalement en fait indifférent à ce qui se passe en dehors et ce qui se passe dans ces sociétés. Une chose en tout cas est certaine, l'empire Hughes et Global Marine ont accepté d'exploiter les gisements sous-marins. Le projet Azorian venait de naître. Ce projet comprenait 4 étapes. La première était la conception des machines. Le Hughes Glomar Explorer, une péniche submersible, les tuyaux nécessaires à l'opération et le véhicule de récupération. Ça, c'est pour la première étape. La deuxième, c'est la construction de ces machines. La troisième, la préparation de l'opération. La récupération proprement dite n'était désignée que par les 2 lettres TO, Target Object, donc le sous-marin soviétique. Lockheed a été, vous savez, la société américaine, a été chargée par la CIA de concevoir une énorme péniche submersible qui devait officiellement servir à stocker les montagnes de nodules riches en minerais qu'on sortirait du fond de l'océan. Il s'agissait d'une structure de la taille d'un gymnase, haute de 10 étages, de la quille au dôme télescopique et longue comme un terrain de foot, destinée à contenir de l'eau et à se placer sous le navire de forage. Vous avez bien compris, sous le navire de forage. Un article de la revue commerciale Ocean Industry expose ce qu'elle croyait être les raisons de la présence à bord de l'Explorer d'un aussi grand nombre de machines d'avant-garde. Je cite « Summa Corp, société appartenant à Howard Hughes, est la première à construire un prototype complet de mine sous-marine. Il se compose d'un navire de 36 000 tonnes, le Hughes Glomar Explorer, et d'un véhicule capable d'atteindre le fond relié au bateau par un assemblage de tuyaux et un câble ombilical transportant l'énergie électrique. » Évidemment, alors qu'on prétendait officiellement que la péniche ne devait être immergée que pour permettre le transfert des nodules, son seul rôle en réalité, la mise en place du véhicule de récupération dans la cavité centrale du Hughes Glomar Explorer. Je ne sais pas si je suis clair, mais je reviendrai sur tout ça. Pour que les ingénieurs puissent concevoir en fait la machine armée de griffes, imaginez, prenez votre main, vous faites une griffe élargie, vous élargissez vos doigts, c'est une grande pince, si vous voulez, comme ça, donc qui repérait et saisirait le sous-marin soviétique. Lockheed et la CIA avaient besoin de photographies extrêmement précises montrant la position exacte du sous-marin au fond de la mer. Les missiles se
trouvaient encore dans leur tube de lancement, la tête nucléaire à quelques dizaines de centimètres du sommet de la tourelle. Donc il faut faire gaffe, évidemment, faute de savoir exactement dans quelle position se trouvait la tourelle, les risques d'accident auraient été extrêmement importants au moment de la récupération, et la CIA évidemment se refuse à ça. Si la tourelle se trouvait endommagée pendant le déroulement des opérations, les responsables avaient la conviction que les têtes nucléaires risquaient d'exploser ou tout au moins d'être gravement détériorées. Par contre, s'ils disposaient de clichés en gros plan, les ingénieurs pourraient créer un véritable véhicule de récupération spécialement conçu et capable de remonter l'épave d'un seul bloc. Imaginez le travail. Il semble que la caméra a atteint l'objectif alors qu'aucun autre bâtiment n'était en vue et l'expédition a fourni des clichés qui ont été utilisables. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.